Les attentats de Paris. L'information d'abord ce soir, c'est cette photo diffusée par la police française. Il s'agirait du 3e kamikaze qui s'est fait exploser au Stade de France. On sait qu'il est syrien, qu'il est arrivé en Europe via la Grèce au mois d'octobre, mais la police cherche lui aussi à l'identifier précisément. C'était le cas déjà d'un autre kamikaze qui a opéré au Stade de France. La Belgique, elle, ce soir, est placée en état d'alerte toujours maximum. Cela a été prolongé par les autorités qui craignent des attaques imminentes. On est en ligne depuis Paris avec le documentariste Michael Prazan, auteur notamment d'Einsatzgruppen, dans lequel il s'est intéressé aux tueurs de masse, les nazis, qui avaient exécuté des centaines de milliers de juifs dans des fosses, notamment en Europe de l'Est. Bonsoir Michael Prazan. Si on vous a demandé ce soir de bien vouloir nous répondre, c'est justement pour évoquer la froideur, le détachement qu'ont eu les tueurs, notamment du Bataclan et des terrasses qui ont opéré donc à Paris le 13 novembre et qui rappellent par certains côtés celui que pouvaient avoir les exécuteurs de civils juifs devant les fosses d'Ukraine. Est-ce que vous faites vous aussi ce parallèle ou est-ce qu'il vous paraît exagéré ? Non, j'ai toujours fait ce parallèle parce que effectivement j'ai fait un travail qui m'a tenu longtemps sur les Einsatzgruppen, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur le terrorisme et sur l'islamisme au sens large, et notamment sur les frères musulmans. Et j'y suis venu par les Einsatzgruppen parce qu'effectivement, il m'est apparu qu'il y avait dans ces idéologies une pulsion révolutionnaire et génocidaire qui leur était commune. Et c'est sûr que quand on voit la scène de crime du Bataclan, et en plus, on a un endroit qui s'appelle la fosse et qu'on voit ou qu'on imagine tous ces gens enchevêtrés, ces corps les uns sur les autres et les tueurs qui marchent sur eux en tirant dans le tas, ça ne peut pas ne pas évoquer ce qui s'est passé en ex-URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est sûr que le rapprochement, et ne serait-ce que l'image, elle est évidemment étonnante et effrayante. Et ce rapprochement-là, je l'ai aussitôt fait, bien évidemment, mais je l'avais fait déjà il y a 10 ans quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets et sur le meurtre de masse au sens le plus large. Alors justement, qu'est-ce qui permet un tel... Ouais. Allez-y, poursuivez, Michael. Non, l'autre chose qui me frappe, et là-dessus je n'ai pas d'éléments, on n'a pas la certitude, on n'a pas la preuve, mais vous le savez très bien, il y a cette drogue, la drogue du djihadiste, que j'ai découvert personnellement en enquêtant à Gaza il y a 5 ou 6 ans, qui s'appelle le Captagon, et à qui on fait prendre des pilules aux djihadistes avant des coups d'éclat, bref, avant des massacres de masse et avant sans doute de se faire sauter. Ça rappelle aussi évidemment les membres des Einsatzgruppen qui, pour faire le travail entre guillemets, étaient abreuvés de schnapps et d'alcool. Donc il y a là des liens, des invariants si on veut dire, qui sont effectivement frappants. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette idéologie dont vous parliez pour endoctriner qui permet ce passage à l'acte, mais on a besoin aussi de cet alcool, de cette drogue, parce que pour être désensibilisé finalement à ce que l'on est en train de faire. Oui, pour retrouver la force de le faire, la force du Captagon justement, c'est cette drogue qui rend possible de rester éveillé pendant 72 heures, détruit absolument toute émotivité. Et c'est l'une des forces qui permet le passage à l'acte. Mais les liens sont évidemment multiples. Moi, ce qui me frappe par ailleurs, c'est que les nazis vivaient dans un envers du monde. Ils vivaient dans un monde fantasmagorique, fantasmatique, qu'ils s'étaient fabriqués, qui venait d'une vision complotiste et conspirationniste du monde. Le livre de chevet de Adolf Hitler, c'était les protocoles des sages de Sion. Et je suis sûr qu'au fond, certes, il y a une matrice religieuse. Certes, il y a de très mauvais sujets parmi les imams qui font des prêches en France. Mais il y a aussi Dieudonné, il y a aussi Soral, il y a tous ces gens qui ont fabriqué pour cette jeunesse un nouvel envers du monde, fait de complotisme, fait de victimes expiatoires, fait de bourreaux essentialisés que seraient les juifs et qui tireraient en coulisses les ficelles et les destins du monde. On a tout ça en commun qui, à mon avis,
sont d'ailleurs des centrifugeuses de radicalisation au même titre qu'un certain littéralisme islamiste. On a vu effectivement dans ce qu'on en a raconté du Bataclan que donc les blessés étaient achevés au sol, qu'il y avait vraiment des exécutions à bout portant. Comment expliquer ce choix de cible finalement? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en frappant des personnes attablées dans des restaurants et des personnes en train de regarder un concert, cette foule qui était agglutinée pour voir un concert de rock et qui a été abattue comme cela à bout portant? Écoutez, dans le terrorisme, ce que j'ai appris en étudiant son histoire, c'est qu'il y a toujours une forme d'opportunisme. C'est-à-dire qu'il y a un moment privilégié pour frapper, et puis au dépoté, finalement, on prend ce qu'il est possible de faire autour de ce moment. C'est une première chose. La seconde chose, il y a évidemment les quartiers visés, qui sont des quartiers bobos, des quartiers qui représentent la France, et c'est cela, la jeunesse française, qui était, me semble-t-il, en premier lieu visée. Et la salle de concert, vous savez très bien qu'il y a une détestation de la musique chez les djihadistes. Cette salle de concert en particulier, qui avait abrité un certain nombre d'événements en faveur de l'État d'Israël, tout ça était une opportunité idéale pour eux. Et puis un concert de rock permettait de limiter aussi la présence de ceux qu'ils considèrent comme étant soit des frères, soit des victimes au même titre qu'eux-mêmes, c'est-à-dire des gens issus de la population maghrébine ou musulmane. Et on sait très bien aujourd'hui que certains des terroristes à l'intérieur de la salle de concert ont voulu faire le tri d'ailleurs entre des Français dits de souche entre guillemets et d'autres qui étaient issus de populations eux-mêmes issues de l'immigration. Donc il y a tous ces facteurs-là qui jouent. On sait très bien que le facteur juif est également essentiel. C'est vrai que dans l'un des attentats précédemment ratés, on avait ciblé une église, mais on avait ciblé une église de Villejuif. Et les terroristes sont extrêmement friands de ce genre de jeu symbolique. Ils adorent la correspondance de dates, ils adorent trouver des endroits ou des lieux qui symbolisent ce contre quoi ils luttent et ils se battent. Donc il y avait tous ces facteurs-là qui, à mon avis, entrent en ligne de compte. Et puis il ne faut surtout pas oublier non plus le Stade de France. Il y avait très explicitement, il n'y a qu'à lire la revendication de Daesh à ce propos, la volonté de frapper aussi l'État et en premier lieu le premier d'entre eux, c'est-à-dire le président de la République. Merci beaucoup, Michael Prazan, documentariste, auteur donc de Einsatzgruppen, mais également d'un documentaire sur les frères musulmans. Vous étiez en direct de Paris pour évoquer donc ces attentats du 13 novembre. On part maintenant en